Bonsoir à tous et à chacun. Merci d'être au rendez-vous de ce premier numéro de Canal Sport de ce dernier mois de l'année 2025. Nous sommes 1er décembre et la planète foot suit de très très près le décompte pour le coup d'envoi de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La grande fête du football continental va s'ouvrir dans exactement 20 jours au royaume chérifien. Le Bénin fait partie des privilégiés du continent qui seront au rendez-vous par ici sur le plateau de Canal Sport ce soir. Nous poursuivons ce lundi avec les discussions autour de la marche des guépards vers la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Ce soir, je serai en compagnie de deux messieurs. Il s'agit bien entendu de Pérez Lecotan, promoteur du site Bénin Sport dit comme de la Fédération béninoise de basketball. Au-delà de Pérez, on aura justement sur le plateau de Canal Sport ce soir Kevin Bionda Silva, chroniqueur sportif. Et avec mes débatteurs, nous ferons un regard croisé sur les critères de sélection sur lesquels Notre pourrait s'appuyer pour mettre en place un groupe cohérent pour la sélection nationale en vue de faire une participation remarquable à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, celle qui va s'ouvrir du 21 décembre et qui prendra fin le 18 janvier 2026. Aux côtés du football, d'autres disciplines sont également au menu, dont le handball, le volleyball et le basketball. Puis en exclusivité ce soir, on ouvre la fenêtre au sport boulistique. Le week-end a été consacré à la troisième édition de l'Open national de pétanque catégorie dames et juniors et on connaît désormais les champions nationaux 2025. Et Thierry Babagüeto, DTN de la Fédération béninoise de pétanque, sera par ici pour faire le bilan de la compétition et les projections seront faites sur le championnat national triplette homme qui s'annonce pour le week-end prochain à Abomey-Calavi. Voilà ainsi dressé le statut de cette émission que nous allons couvrir avec les informations factuelles. Allez, on ouvre le tour d'horizon de ce soir par l'actualité de ces dernières heures, notamment celle qui concerne les plus jeunes. Le tournoi FOAB U15 scolaire 2025 a pris son envol ce lundi au stade du 4 août de Ouagadougou au Burkina Faso et les Amazones scolaires du Bénin ont concédé une défaite pour leur entrée en compétition. Retenez déjà qu'il s'agit de la quatrième édition de la phase zonale du championnat africain de football scolaire qui réunit 6 équipes. Le Bénin est présent dans deux catégories est logé dans le groupe B aussi bien chez les filles que chez les garçons en compagnie des vainqueurs de la précédente édition. Cet après-midi, les Amazones scolaires du Bénin ont été sévèrement battus par les scolaires ghanéennes, menés 4-0 à la mi-temps. Les représentantes béninoises se sont inclinées sur un score de 5 buts à 0 au coup de sifflet final. Après cette défaite d'entrée, elles feront leur deuxième sortie de la phase des groupes demain à 11h face aux menaces scolaires du Niger. Quant aux guépards U15 scolaires, ils feront leur entrée en compétition demain, mardi à partir de 10h face aux scolaires nigériens avant de défier à 16h leurs homologues de la Côte d'Ivoire pour leur seconde sortie de la phase des groupes. On va rester avec les plus jeunes. L'association d'anciens footballeurs Old Football Star of Abomey organise ses traditionnelles activités de fin d'année comme à son habitude depuis plusieurs années déjà. Elle a instauré le tournoi de promotion des jeunes talents dénommé Football Talent Plus, une compétition qui rassemble les centres de formation des moins de 15 ans. Et ce dimanche, les membres de cette association, entendez, anciens footballeurs d'Abomey, se sont retrouvés à Cotonou pour annoncer les couleurs de la 7e édition. Voici le point. Encore quelques semaines et l'année 2025 sera bouclée. Et quoi de plus beau que de terminer l'année avec une compétition relevée quand on est pensionnaire d'un centre de formation de football de jeunes talents. Certains d'entre eux auront l'occasion de participer dans les tout prochains jours à la fête de football de jeunes pépites dénommée Tournoi Football Talent Plus qui a sa 7e édition cette année. D'année en année, nous nous bonifions, nous peaufinons l'organisation, nous fidélisons les équipes qui sont dans le sérieux, qui sont dans la rigueur par rapport aux catégories d'âge. Et nous sommes particulièrement heureux et fiers d'être aujourd'hui au cœur de cette activité qui permet de mettre les centres de formation en compétition et qui donne de la valeur au travail qu'ils font à la base. Une compétition qui va rassembler les centres de formation de moins de 15 ans qui vise la promotion de la formation des jeunes talents à la base pour permettre à la longue d'avoir des joueurs de haute facture en équipe nationale. L'opportunité idéale pour donner la chance aux plus jeunes d'aller au bout de leurs ambitions.
L'une des particularités de cette 7e édition, c'est l'augmentation du nombre de participants qui passe de 8 à 12 formations. Nous tous, nous désolons de ne pas avoir des joueurs dans l'élite en Europe et partout au monde. Et cela, le constat est que nous n'avons pas suffisamment préparé nos enfants. Aujourd'hui, nous avons pris le pari d'aller à la base, de suffisamment préparer nos athlètes, de leur donner suffisamment de compétition, de leur faire gravir les échelons pour que nous puissions nous aussi compter des milliers de joueurs en première ligue, des milliers de joueurs en première division française, beaucoup de joueurs à la Liga, etc. Donc, les 12 centres de formation qui seront sur la ligne de départ sont répartis en 4 groupes de 3 équipes pour la course au Graal final de cette édition 2025. Les différents trophées et médailles à remporter par les meilleures équipes de la compétition sont ici dévoilés au public, notamment les représentants des différents centres de formation. Ce tournoi met en lumière les centres de formation, d'abord les académies qui participent et également met en lumière les talents qui seront détectés ou qui ont été déjà détectés pour le rayonnement du football béninois. La 7e édition du tournoi Football Talent Plus va se dérouler sur les installations du stade Omnisport de Goro du 20 au 21 décembre 2025. Outre les trophées et les médailles, les centres de formation participants recevront des équipements en appui à leur travail de développement du football à la base. Au plan national, la 10e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est déroulée ce week-end. Un total de 8 matchs déroulés sur les 9 habituels. L'équipe d'Ayema Football Club a partagé les points au bout d'un score nul. Les Vierges avec son homologue de l'Est, Cotonou, victoire 2-0 pour l'équipe de Baningancé devant l'équipe de la jeunesse sportive de Poubelle. Autre résultat, victoire 1-0 pour l'équipe de Dynamo FC d'Aboumé, tout comme l'Est, sous-bémol respectivement devant l'Asvo et puis Coton Football Club, score nul. Les Vierges entre Damissa et l'Est, Cotonou Dragon s'est incliné 1-2 devant l'équipe de Odieu FC de Commun, score nul d'un but partout entre Dadier et l'équipe de l'ASPAC et puis score nul les Vierges entre Buffle du Borgou et l'USS Crac. Après ces différentes confrontations et justement avec le report de la rencontre qui n'a pas pu se jouer ce week-end, le classement reste dominé par l'équipe de la SOBEMAP avec un total de 23 points au compteur. Un goal différentiel de plus 10, 21 plus 7 pour l'équipe des Buffles du Borgou qui vient en deuxième position. Coton Football Club garde la 3e place au classement, tout comme l'Autopopo qui maintient sa 4e place. L'ASPAC est 5e au classement. Dynamo FC d'Abomey 6e. Damissa Football Club 7e. l'AS Cotonou 8e. Et puis la 9e place est gardée par les Dragons de l'Ouémé. Au niveau de l'antichambre, notamment la Ligue de Béninoise, la 8e journée s'est déroulée ce week-end avec 9 matchs déroulés. Abeille s'est imposé 1-0 à l'équipe de Dynamo de Parakou. Même score pour la victoire d'Aziza et de Diefa, sans oublier Panthère respectivement devant Boas, Elite Sport et Énergie FC. Score nul et vierge entre Sitatunga et l'équipe d'avant Communist Sport. Victoire en déplacement à Tofo pour l'équipe de Réa Sport devant l'équipe des militaires d'Adidja. L'AS Police a partagé les points au bout d'un score nul d'un but partout avec l'équipe de l'AS Tarkounin. Victoire 4-0 pour Béké devant l'équipe de la jeunesse athlétique de Kétou. Et puis Requin s'est imposé 1-0 lors de son déplacement à Djougou pour en découdre avec Dynamique Football Club. Le classement au niveau de la Ligue 2 reste dominé par Diefa Football Club avec un total de 20 points au compteur, un goal différentiel de plus 9, 18 points au compteur pour l'équipe de Béké qui vient en deuxième position. Azizet, 3e, Sitatonga et 4e Abeille Football Club est 5e, Réa Sport 6e, Pontet Football Club 7e, l'AS Police 8e et puis le top 9 est bouclé par l'équipe, sinon le pro et l'équipe de Borboa Football Club. On va s'intéresser maintenant aux dames. On a assisté à la 2e journée du championnat national de football féminin de première division. Ce week-end dans la poule A, on a assisté à 5 différentes confrontations. L'équipe de Ainovi FC s'est imposée 2-0. Promu AS Cotonou, même score pour la victoire de Samneli, championne en titre du Bénin devant l'équipe d'Assaba Football Academy. Nadia Football Club s'est imposé 2-1 à l'équipe de l'AS UMSA. 1-0 pour la victoire de Dynamique FC d'Abomey Calavi devant l'équipe de Tambo FC d'Adiara. Et puis Espoir FC de Cotonou s'offre une victoire 2-1 face à l'équipe de Cefos. Allez, handball maintenant. Le championnat national amateur a connu son épilogue ce week-end au Road des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou après une semaine
pleine de compétition autour de la phase finale de l'exercice 2025. Les équipes championnes, hommes comme dames, sont désormais connues pour le compte de cette saison. Chez les messieurs, ce sont les hommes de l'ASPAC Handball Club qui sortent vainqueurs, pendant que chez les dames, les filles de Flowers adjugent le Graal final. Et comment? On va suivre ici le résumé des différentes finales. Quand on aspire à régner sur le toit du handball national au niveau de la catégorie des non-professionnels, la rage de vaincre et la rigueur jusqu'au coup de sifflet final est la clé. Les joueurs de l'ASPAC Handball Club n'ont point lésiné sur l'engagement tout au long de la compétition. Face aux hommes d'Espoir Handball Club en finale du championnat national amateur 2025, les jaunes et bleus ont réussi à mener la danse avec résilience. Dans une finale interminable, partagée entre intensité et suspense, où chaque point gagné au bout d'une offensive est précieux, les Portugais sortent victorieux avec un score étriqué de 32-31 après avoir mené 19-11 à la pause. Nous avons eu affaire à une très belle équipe d'Espoir qui a fait depuis l'entame de cette compétition de très beaux matchs. Et je ne peux qu'être fier que mes poulains puissent vraiment arracher cette victoire-là dans la douleur. On ne peut que féliciter les enfants. Voilà, c'est la maturité et je pense que ça va venir. C'est une expérience qu'on va essayer de corriger. Sur le tableau féminin, l'ultime rencontre de cette phase finale a opposé les championnes en titre de Flowers Handball Club en blanc aux filles de l'Étoile de Paracou. Avec une volonté de rester reine nationale, les tenantes du titre, assez solides défensivement et bien percutantes en attaque, réussissent à faire respecter la hiérarchie en s'offrant une victoire par un score de 34-21. Je suis vraiment contente parce que c'était pas facile, c'était pas du tout facile. On a beaucoup travaillé pour cette victoire. On a eu des déchets au niveau des pertes de balles. Et je pense qu'une fois à la maison, on va essayer de corriger pour revenir plus forte l'année prochaine. Une expérience à capitaliser pour les filles de l'Étoile de Paracou, pendant que celles de Flowers Handball Club poursuivent leur domination chez les dames en amateur, tout comme ASPAC Handball Club chez les hommes. Ça a été une très belle fête. Les acteurs présents au hall ici ont été très contents. L'objectif principal a été atteint. Apothéose de la phase finale de l'édition 2025 du championnat national amateur de handball, avec comme série sur le gâteau des finales de gladiateurs. Une belle fête nationale des handballeurs amateurs, la dernière compétition de la saison sportive 2025 de la fêtière du handball béninois. Et d'un sport de mai à un autre, tenez que la famille du volleyball béninois était en assise le week-end écoulé pour procéder au renouvellement du comité exécutif et de la fédération béninoise de volleyball. Une grande réunion à l'issue de laquelle Ali Sourakatou Yaro a une nouvelle fois bénéficié de la confiance de ses pairs et pris un nouveau mandat de 4 années. Et voici les images de cette assemblée générale tenue samedi dans la salle de conférence du stade général Mathieu Kékou à Cotonou, en présence des représentants du ministère des Sports et du Comité national olympique et sportif béninois. De la continuité à la tête de la Fédération béninoise de volleyball, les délégués venus de divers contrées ont donné carte blanche à Ali Yaro pour poursuivre la dynamique du rayonnement du volleyball béninois sur la scène nationale et internationale. Après le bilan des rapports d'activité morale et financière validés à l'unanimité, la phase élective a vu les représentants des différents clubs et associations donner quitus à l'équipe sortante pour un nouveau mandat de 4 ans. Large majorité pour une liste unique portée par Ali Yaro qui reçoit 185 voix pour, 0 contre et 2 bulletins neutres. Depuis un moment, nous organisons 3 ligues, la Ligue professionnelle, la Ligue nationale, la Première Ligue. Et nous sommes entendus pour professionnaliser ça encore un peu plus, parce que même les 2 autres ligues qui sont des ligues en griffe amateurs, mais il faut les organiser de façon très professionnelle. Nos sélections nationales aujourd'hui participent à des compétitions. Nous nous sommes engagés pour être du rendez-vous de la CAN Coupe d'Afrique des Nations 2026. Et cette année, nous avons pu nous qualifier pour la Coupe du Monde de beach volleyball, où nous sommes quand même sortis la meilleure nation africaine. La barre était très haute. Il est question de continuer par travailler, il est question de se donner les moyens pour continuer par travailler pour rester au sommet.
C'est parti pour 4 bonnes années pour Ali Yaro et toute son équipe réélue. Cette grande assise qui a réuni les différents acteurs de la discipline a aussi été une occasion d'échange et de projection sur l'avenir du volleyball béninois qui s'articulera essentiellement autour de la perfection et des résultats. Le Bénin est en train de tracer les sillons au niveau du beach volley parce qu'aujourd'hui le Bénin a représenté toute l'Afrique. Le Bénin a sorti la meilleure équipe africaine au niveau de ces mondiaux-là. Et j'ai été vraiment agréablement surpris par l'engouement autour du président Ali Yaro. Donc ça veut dire que le travail qui est fait au niveau du Bénin, c'est un travail formidable et on ne peut que soutenir ce travail-là. Les récents résultats obtenus par nos athlètes à la Coupe du monde de beach volley en sont la preuve éclatante. Ils démontrent que notre pays dispose d'un potentiel remarquable qu'il nous appartient désormais d'accompagner et de sublimer. Les différents acteurs de la famille du volleyball béninois sont ici appelés à l'unité autour du nouveau comité exécutif pour l'exercice 2025-2029 placé sous le sceau du progrès et des résultats significatifs dans les compétitions internationales. Le chemin est long, la durée est définie et Ali Yaro et son équipe sont bien conscients qu'il faudra redoubler d'ardeur pour travailler à positionner le Bénin parmi les meilleurs au plan continental en vue de composter une place de choix sur la scène mondiale. Voilà donc l'essentiel à retenir du point de l'actualité de ces dernières heures. On va à présent installer le plateau de discussion. Voilà, dans exactement 20 jours, le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sera donné au Maroc et 3 jours plus tard, ça sera l'entrée en lice des Guépards du Bénin en prélude à la compétition. La sélection nationale va entamer son regroupement dans les tout prochains jours en terre marocaine. Mais avant, le technicien franco-allemand va dévoiler une pré-liste pour le début du regroupement, le début de la préparation avant sa liste définitive pour la compétition. Alors, une interrogation s'impose. Quels sont les critères de choix sur lesquels il faut s'appuyer en tant que sélectionneur des Guépards pour faire une compétition remarquable pour un retour du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations après 2 absences? Ce soir, je suis en compagnie de 2 messieurs. À ma gauche, Pérez Lécotin, promoteur du site Bénin Sport, IDICOM de la Fédération béninoise de basketball. Pérez, bonsoir. Bonsoir, Canadien. En face de vous, Kevin Bionda Silva, chroniqueur sportif. Kevin, bonsoir. Bonsoir Candide, bonsoir à tous. Alors, mes débatteurs, la question, elle est là, elle est connue. Beaucoup de Béninois se la posent. C'est une question qui taraude les esprits depuis plusieurs jours, des semaines et même des mois. Depuis même la qualification des Guépards du Bénin, depuis cette finale où ils sont allés chercher la qualification en terre libyenne. Cette fois-ci, l'heure est toute proche. Les Guépards vont faire leur retour, sinon l'équipe nationale du Bénin va faire son retour à la Coupe d'Afrique des Nations dans les tout prochains jours après y avoir manqué à 2 reprises, notamment au Cameroun et puis en Côte d'Ivoire. Pérez, aujourd'hui, nous sommes à quelques jours qu'un autre va dévoiler sa liste dans les tout prochains jours, on va le dire comme ça. Selon vous, quels doivent être les critères sur lesquels le technicien franco-allemand doit s'appuyer pour une liste cohérente? Quand on est technicien et quand on a comme objectif des performances, on ne peut que s'appuyer sur les performances. C'est ça. Je le dis toujours, il y en a qui ne me comprennent pas, mais je le dis toujours, c'est que quand on parle d'une sélection nationale, une équipe nationale n'est pas une équipe appartenant, excusez-moi l'expression, à un groupuscule. On ne prend que les meilleurs et les meilleurs du moment. C'est ça. Celui qui est meilleur, aujourd'hui nous sommes le 1er décembre, Oui. on était en novembre. Celui qui était meilleur peut-être en novembre n'est pas forcément le meilleur aujourd'hui en décembre. C'est bien cela. Et par conséquent, si vous voulez sortir une liste qui doit participer à une Coupe d'Afrique des Nations qui démarre le 21, c'est que vous prenez les meilleurs jusqu'au 19, 20 décembre. C'est ça. Il y a
pas de calcul, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais malheureusement, le constat est clair, le constat est que ce n'est pas franchement ce qui se passe. Je porterai des gants, je ne voudrais pas dire forcément assez de choses, mais je dis la manière dont aujourd'hui on nous sort en grève des joueurs, on nous justifie la sélection des joueurs, il y a un grand problème. C'est ça. En clair, il faut toujours s'appuyer sur la performance pour moi, sortir une liste cohérente. Pour moi, oui. Un joueur peut être dans une division inférieure, 4e division, s'il est performant, il est bon, et plus talentueux qu'un joueur évoluant dans le championnat national, on le prend. Pourquoi? Mais, et pourquoi? Je dis mais, qu'on ne vienne pas nous dire après que nous avons sélectionné un joueur juste parce qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux, juste parce qu'on l'a vu jouer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et qu'on ne vienne pas nous dire, parce que récemment on nous a servi comme argument, qu'un joueur qui a 17 ans, qu'on l'a juste sélectionné parce que... Mais le sélectionneur n'a pas dit qu'il a vu sur les réseaux sociaux... Jusque-là, je n'ai pas encore dit que le sélectionneur a dit. Alors. Je suis en train de terminer. Oui, allez-y. Mais le sélectionneur a eu le courage de nous dire récemment, après le match contre Burkina Faso, après la débâcle, après la défaite, en interview, que 2 joueurs ont été appelés. Le premier, il est jeune, il est venu apprendre. On n'apprend pas en équipe nationale. On vient en équipe nationale parce qu'on a quelque chose. Non, pas tout en fait. Parce qu'on a quelque chose à vendre. C'est ça. Ça va un. Et qu'un sélectionneur national qu'on appelle Ganadra, ancien patron de l'équipe du Nigeria, qui nous a éliminés, vous vous rappelez très bien, du côté de Porto Novo, alors qu'on était à combien? À 0-0. Il nous élimine et qu'il nous dit qu'un joueur, oui, il est venu parce que. Et que le deuxième joueur n'a que 17 ans. Et parce qu'il a 17 ans, il a du temps pour apprendre. On ne vient pas apprendre dans l'équipe nationale A. Je suis, excusez-moi l'expression, désolé de le dire. C'est ça. Quand on vient en équipe nationale première... Oui. Non, vous me laissez terminer ou je ne parle pas. Oui, allez-y. Voilà. Quand on vient en équipe nationale première, et quand on vient dans l'équipe nationale des Guépards qui participe à une Coupe d'Afrique des Nations, on ne vient pas apprendre. On vient pour apporter un plus parce que les contribuables béninois ne cessent de payer leurs impôts. C'est ça. Merci Pérez et Kevin Bionda Silva, les Guépards qui justement sont en train de se préparer pour participer justement à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans quelques jours, le Bénin fera son retour à la Coupe d'Afrique des Nations. Dans quelques jours, sinon dans les toutes prochaines heures peut-être, Ganot va dévoiler sa liste pour déjà le début du regroupement. Après viendra la liste définitive. Selon vous, quels sont les critères de choix sur lesquels il faudrait que le sélectionneur s'appuie réellement? Moi, je pense que l'un n'est pas l'improvisation. Pérez a commencé à le dire. Un premier critère déjà, c'est déjà d'avoir un peu plus de la qualité de jeu dans le rang de chaque joueur. Quand vous prenez chaque joueur, le sélectionneur a quand même le temps de pouvoir tester chaque joueur et de pouvoir juger de la capacité de ce que chaque joueur peut apporter en sélection ou non. Aujourd'hui, on va plus se mettre forcément dans une optique de faire le test, donc de commencer à improviser pour savoir qui doit venir en sélection ou pas. Donc la qualité du jeu, elle est importante. En même temps, il y a l'expérience de la compétition. Comme le joueur a participé à la CAN dans cet effectif, je pense que ceux-là qui ont eu cette chance-là de pouvoir quand même participer à cette compétition savent au mieux un peu plus l'importance de la compétition et peuvent quand même essayer de pouvoir apporter l'expérience un peu plus aux côtés des plus jeunes. Maintenant, après, Guénor s'est fait rattraper par son propre jeu parce qu'aujourd'hui, il y a une question de gestion de l'effectif que Guénor n'a pas su quand même essayer
pouvoir bien faire. Et là, on a 5 absents déjà dans la liste. Qu'est-ce que pour un premier match face à qui? Demi-finaliste de la CAN 2023, donc la RDC. Après, ce n'est pas une petite équipe qui a un mental un peu plus positif et qui veut jouer le mondial. Récemment donc, sorti le Nigeria. Exactement, avec un match Insisel, donc c'est un haut niveau. Après, aujourd'hui, on a eu beaucoup de rencontres où Guénero ne nous a pas montré forcément qu'il était un sélectionneur pouvant nous permettre un peu plus de pouvoir juger son jeu. Des joueurs qui sont appelés, mais qui n'ont pas forcément de temps de jeu dans l'équipe. Il y a zéro expérimentation tactique, on n'a pas assisté à ça. Le même 11 qui aligne presque tout le temps. Et donc aujourd'hui, c'est encore l'opportunité de nous sortir un grand jeu face à un capitaine dans son attaque, donc Steve Mounier, qui forcément n'est pas en jambes, mais qui ne sera forcément pas de la partie pour un premier match. En même temps, vous avez un certain Felipe qui est revenu il n'y a pas longtemps. On ne sait pas s'il ira à la CAN, mais qui a encore rechuté. Il y a Runtondi qui a joué le week-end, qui est sorti sur blessure. Donc il y a tellement d'équations à résoudre que c'est le moment idéal pour que Guénero puisse nous montrer un peu plus au peuple béninois qu'il est quand même apte de pouvoir un peu plus répondre quand on a besoin forcément du répondant dans l'équipe. Parce que là, vous avez un junior là étant qui est quand même un peu plus fort dans les transitions, qui ne sera pas de la partie. Un Danjinou qui est votre dernier rempart également, qui ne sera pas de la partie. Votre défense c'est l'hécatombe en réalité. Donc franchement, Guénero se devoir quand même de se réinventer, de nous montrer un peu plus de quoi il est capable. Et c'est là je dis que c'est un peu plus je sais pas, je vais dire, c'est une mauvaise gestion parce qu'il avait l'effectif, il avait l'opportunité de tester chaque fois les joueurs, mais il n'a pas su faire confiance aux joueurs. C'est le même dernièrement contre le Burkina Faso où c'était une opportunité de tester les automatismes avec les joueurs. Nous avons vu les deux équipes qui ont joué ici même à Cotonou, donc équipe A, équipe B, avec les titulaires indiscutables et même ceux-là qui sont devenus un peu plus. Nous avons quand même essayé d'avoir une note positive de la part de ces joueurs. Je pense à un certain Teslimi qui a quand même monté une très bonne physionomie et tout. Maintenant, après, aujourd'hui, sur quoi Guénero va compter un peu plus? Quels sont ces arguments un peu plus concrets? Il y a Torsen Anyengo qui est là. Est-ce que Torsen va quand même essayer de répondre? Il y a Jodel Dossou qui, d'une manière ou d'une autre, est quand même un joueur qui est un peu plus fatigant, mais qui pourra aussi apporter parce que, bon, d'une manière ou d'une autre, l'expérience de la compétition va compter. En tout cas, les interrogations demeurent. On attend quand même de voir un peu plus une liste de Guénero. Est-ce que les nouvelles personnes vont faire encore leur entrée dans l'équipe nationale? Comme le disait Perez, on ne vient pas en équipe nationale pour apprendre. Et puis, c'est une CAN. Et quand on a passé un peu plus notre dernière compétition, un peu plus sous tension, où le Bénin a quand même essayé d'arracher un peu plus une victoire historique face à cette équipe marocaine. Donc aujourd'hui, l'effet surprise peut être également encore au rendez-vous, pourquoi pas. Alors, les nouvelles des Guépards, 5 titulaires habituels, vous avez commencé par l'évoquer. 5 titulaires habituels sont forfaits pour le premier match des Guépards, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, alors que la tanière s'apprête à participer à la grande fête du football continental en terre marocaine, la 5e participation du Bénin à une phase finale. La tanière devra prendre en compte une contrainte. Les Guépards vont débuter la première journée sans 5 titulaires habituels, dont Mohamed Tidjani, Andreas Runtondi, Junior Laitan, Marcel Dandinou et puis le capitaine de la troupe, Steve Mounier. La raison de ces forfaits, elle est bien connue. Pour le premier match des Guépards du Bénin, la raison elle est justifiée. Tous ces 5 joueurs sont suspendus pour cumul de cartons jaunes lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et donc ils ne pourront pas débuter le premier match, ils ne pourront pas disputer le premier match du Bénin face à la République démocratique du Congo. Ce sera le 23 décembre 2025 et donc il faut le dire, dans 22 jours exactement. Un défi auquel le technicien franco-allemand Gernot Rohr devra faire face au regard de ça, Perez et de bien d'autres situations dans lesquelles se trouvent des joueurs, entre autres la forme actuelle, le carnet d'infirmerie. On prend par exemple Andreas Runtondi qui est sorti sur blessure la dernière fois, après le néo-guépard Felipe Santos. En tout cas, bien d'autres joueurs qui ont aujourd'hui leur cadre d'infirmerie en main. Au-delà de ça, il y a aussi la forme actuelle des joueurs. Quand on se retrouve dans ces différentes situations, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Non, quand on est entraîneur d'une équipe nationale et qu'on a une vision prospective, on se prépare.
c'est comme un militaire qui doit aller à la chasse et qui sait que oui, à la chasse, il y a peut-être une broussaille, il y a peut-être son pistolet qui peut peut-être le lâcher. Il faut se préparer à l'avance. Mais Garnet Rohr ne s'est pas du tout préparé. Garnet Rohr nous a habitués à son 11 entrant physique, à son 11 entrant mythique, à son 11 entrant qui ne veut prendre aucun risque. Et par conséquent, quand vous voyez le match qui nous a éliminé contre le Nigeria avec le mondial, c'est que 4-0, quand tu déplaces un joueur comme on appelle Olivier Verdon de la défense et que tu le positionnes quelque part alors que dans ta défense, il n'y a aucun blessé, il y a un problème. Et quand tu finis de faire tout ça, depuis que Garnet Rohr est venu en équipe nationale, en tout cas en tant que sélection nationale des Guépards, qu'est-ce qu'il fait? Il ne joue que sur ses certitudes. Alors que quand on est un coach national avec une équipe du Bénin où on n'a pas beaucoup de joueurs, il faut tester quand on a la... Mais Garnet Rohr essaie de tester, non? Rodolfo Aloko, c'est un exemple, non? Je suis désolé. Rodolfo Aloko, c'est quand même un exemple, non. Quand tu n'as pas de tester, ce n'est pas tester pour tester. Il faut les tester en fait pour savoir dans quelle mesure ces joueurs peuvent m'apporter un plus. Dites-moi, je ne sais pas moi qui vous pose les questions, bien entendu, c'est vous qui posez les questions. Le match qu'on a contre Burkina Faso, dites-moi le joueur que Garnet Rohr a testé. Oui, dites-moi. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Et c'est d'ailleurs la colère aujourd'hui des Béninois. Parce que les Béninois ont constaté qu'en réalité, tu viens faire un stage d'une semaine, de 7 jours au Bénin, tu fais un match amical entre équipes, interne, et quand tu finis de faire ce match interne, tu voyages avec des joueurs et tu viens dire qu'un joueur a 17 ans, qu'il est bon. Non, c'est pas moi qui le dis. En fait, je ne fais que répéter les propos de l'entraîneur. Évidemment. Et là, ça me fait mal. Moi, je paie les impôts. Il a dit qu'il y a des enseignements qu'il a eu à tirer de cette explication. Je ne suis pas diplômé d'un centre de formation en Allemagne. Je ne suis qu'un journaliste. Et je ne fais que rapporter les propos de l'entraîneur. Et par conséquent, il est payé pour ça. Moi, je ne suis pas payé pour analyser les performances d'un entraîneur ou les performances d'un joueur. Et par conséquent, je suis contre, et là je le dis haut et fort, dans vos studios ici à Canal 3, que quelqu'un, un entraîneur, qui plus est, a été l'entraîneur de l'équipe du Nigeria qui nous a éliminés ici à Porto-Novo dans les conditions que vous savez, et qu'on a besoin d'un seul match, alors que quand on perdait même le match à 2 buts d'écart, on était encore qualifié. C'est pas mon frère qui me dira le contraire. Et finalement, la RDC élimine cette équipe du Nigeria. Ça peut vous dire quoi? Pour moi qui paie mes impôts, pour moi qui suis contribuable béninois, et je sais que mes frères béninois n'ont pas 3 repas par jour, se débrouillent pour prendre un seul repas, et qu'un entraîneur vienne me dire devant les écrans que il a pris 2 joueurs. Le premier, il est venu apprendre. C'est une connerie de dire qu'on vient apprendre en équipe nationale. Et qu'après, j'ai pas fini. Que l'autre a 17 ans, il est bon pour les U17, alors qu'il sait que nous ne sommes pas dans une équipe nationale de U17. Il y a un problème. Moi, je reste content. Ce que je voudrais prier pour notre coach, pour qu'il se retrouve dans les bons états, les meilleurs, pour nous sortir les joueurs qu'il faut. Donc là, il faut éviter les improvisations et prendre beaucoup plus les choses au sérieux pour une participation remarquable des Guépards du Bénin à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Guépards ont l'ambition d'y aller, et tout au moins de passer le premier tour, pourquoi pas rééditer l'espoir de 2019 en terre égyptienne où les Guépards ont eu à éliminer en 8e de finale les Marocains, les Lions de l'Atlas du Maroc, avant de tomber sur les Lions, d'autres Lions de la Teranga du Sénégal qui les ont futur champion. Pas futur champion, futur adversaire des Guépards du Bénin, voilà. en phase de coupe de la prochaine de la Coupe d'Afrique des Nations. Kevin Bionda Silva, beaucoup de situations planent aujourd'hui à la tête de cette tanière des Guépards du Bénin, des joueurs qui ont des carnets d'infirmerie en main, d'autres joueurs qui ont parfois des bouts de match dans leurs différents clubs. Aujourd'hui, quand on se retrouve face à tout cela et quand on a l'information de ce que pour le premier match, il y a 5 titulaires habituels qui seront sur le banc de touche, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ouais, la plus belle femme du monde ne peut donner ce qu'elle a. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Garnet Rohr n'a que à sa disposition les joueurs qui pourront quand même essayer de lui apporter un de plus pour quand même permettre à notre équipe béninoise de pouvoir transcender.
Maintenant, après, moi je pense qu'au-delà de cette crise entre griffes que nous sommes en train de souligner ici, même si Perez sort de ça pour les journalistes et prie pour le coach, il voit que cette prière puisse quand même porter. Aujourd'hui, concrètement, moi je pense que l'effet surprise peut également permettre à cette équipe béninoise de s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on n'aura plus forcément droit à ces 5 titulaires-là pour un premier match. Donc, les nouvelles têtes qui auront l'opportunité, donc la chance de débuter pour une compétition comme la CAN, devront batailler très dur, donc mouiller le maillot pour prouver qu'ils ont forcément leur place en équipe a vu ça nationale. En 2019. Voilà, donc c'est peut-être un nouveau départ pour ces personnes-là qui vont très bien s'illustrer pour la CAN. C'est vrai, qu'on le veuille ou non, c'est la RDC avec des joueurs capés, des joueurs qui sont qui évoluent dans de très très grands championnats. Donc le football au niveau comparativement au nôtre, qui essaie quand même de se démerder. Mais je pense que Guédel Roy ne fera quand même qu'avec son effectif. De base, c'est un entraîneur qui nous a longtemps dit ici qu'il veut miser sur les jeunes, mais après le goût du risque n'est pas forcément au rendez-vous avec lui. Ça t'attend à un moment donné, c'est la peur de la défaite, ou je ne sais pas forcément les raisons qui poussent Guédel Roy à ne pas prendre des décisions et à assumer ces décisions en tant qu'entraîneur. Mais je pense qu'aujourd'hui il est face, il est dos au mur, et donc il va devoir prendre des décisions, parce que dans les compartiments de jeu, il va forcément faire avec des joueurs qu'il n'a jamais titularisés ou des joueurs qu'il a vu très peu jouer, et donc le risque est aujourd'hui, c'est ça, et c'est ça 4, donc il n'a plus l'objectif, il n'a plus forcément d'autre choix que de pouvoir faire face à cela, quitte aux joueurs de pouvoir tout simplement prouver, de nous montrer que une fois encore, le Bénin n'est pas venu à la CAN parce que entre-temps c'est une chance, mais que c'est mérité. C'est mérité justement. Le Bénin qui fait partie des privilégiés qui seront au Royaume chérifien dans les tout prochains jours pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut le dire, on a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais on va prendre une pause et changer de sujet. Mais avant, retenez que la préparation des Guépards du Bénin va démarrer le 10 décembre prochain en terre marocaine, et quelques jours plus tard, la tanière des Guépards va rallier Rabat, le camp de base de la sélection nationale du Bénin, pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, lundi prochain, on reviendra par ici poursuivre cette marche qu'on a entamée avec les Guépards vers le Royaume chérifien pour le retour du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations après y avoir manqué à 2 reprises, notamment au Cameroun et puis en Côte d'Ivoire, et surtout pour cette 5e participation du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, changeons de sujet. Le coin de voile est levé, il faut le dire, sur le programme d'activité de la fêtière du basketball béninois. Ce week-end, les acteurs de la balle orange étaient en conseil fédéral extraordinaire. Pérez Lecotin, vous êtes responsable de la communication de la Fédération béninoise de basketball. Très rapidement, quels ont été les différents sujets abordés le week-end de cours des assises des différents acteurs du basketball béninois? D'abord, l'objectif du comité exécutif actuel, toujours avec à la tête Dr Ismaël Nifari, c'est bien entendu de consolider les acquis, parce que ça fait son troisième mandat qu'il est en train de gérer au niveau de la Fédération béninoise de basketball, c'est de consolider donc les acquis et de travailler pour véritablement maintenir la dynamique du développement du basket au plan national, africain et donc international. Ce mandat qui est donc en cours, c'est de montrer qu'en réalité, le basketball béninois peut véritablement s'exporter au plan africain et aussi au niveau du plan international. Et donc, pour le Conseil fédéral extraordinaire qui a eu lieu le samedi passé du côté du AZV, c'est le lieu pour nous de remercier donc le préfet qui a effectué le déplacement, sans oublier bien entendu la directrice départementale des sports du COUFO. Et là, il y a des décisions qui ont été prises, des décisions qui vont permettre véritablement donc de pousser un essor. D'abord, aujourd'hui, pour avoir une licence fédérale, quand on parle du championnat professionnel, il faut disposer d'un passeport. C'est ça. Le constat est quoi? Le constat est que quand, lors du championnat, vous voyez un joueur qui a peut-être un niveau élevé, que vous voulez l'envoyer en équipe nationale, vous le sélectionnez, on vous dit que le joueur n'a pas de passeport. C'est ça. Donc, la fédération veut corriger cela. La fédération est obligée de débourser, je ne dirais pas le montant, vous connaissez tous, les moyens, les moyens pour faire. Alors que le passeport ou la carte d'identité constitue aujourd'hui un moyen, c'est-à-dire c'est une pièce personnelle. Donc si vous voulez avoir votre passeport, vous payez les moyens pour l'avoir. Mais malheureusement, la fédération étant dos au mur est obligée donc aujourd'hui
de payer pour ça. Donc aujourd'hui, pour avoir véritablement ces pièces, on a demandé donc à tous les joueurs d'avoir le passeport avant d'avoir la licence électorale. Le championnat professionnel sera lancé en février prochain parce que il faut vite lancer le championnat national pour permettre véritablement aux différents clubs de se préparer pour les compétitions continentales. L'autre chose aussi, vous savez très bien qu'il y a ce déséquilibre entre les clubs du Nord et les clubs du Sud. Les clubs du Nord qui n'ont pas véritablement les moyens et les clubs du Sud avec le gladiateur qui se pose aujourd'hui à Cotonou. La Fédération béninoise de basket a maintenu cette décision qui a été déjà prise l'année dernière d'interdire le transfert chez les dames du Nord vers le Sud. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui il y a des valeurs sud au Nord, elles ne pourront pas venir au Sud. Je parle du championnat pour ça au niveau des dames. C'est ça qui nous a permis l'année passée de voir Kobourou, que vous avez vu, qui a battu Elan Coton au niveau des dames lors du premier match, un match exceptionnel qui a été retransmis par les chaînes nationales dont vous avez parlé de ça. Donc, c'est une opportunité pour la Fédération de basket aujourd'hui de maintenir véritablement les talents dans le Nord. Parce que le constat est clair. Depuis plusieurs années, quand les clubs au niveau du Nord se développent dans le championnat féminin, les clubs qui sont au Sud, ayant beaucoup de moyens, vont dans le Nord faire la cour et ces filles viennent dans le Sud, mais qui ne sont pas forcément des titulaires. Elles sont sur le banc de touche et ne participent pas de compétitivité. Et donc aujourd'hui, la fédération a décidé de les maintenir dans le Nord pour que, au niveau du championnat professionnel, qu'on puisse avoir véritablement des clubs qui puissent rivaliser au niveau du championnat national. L'autre décision aujourd'hui qui a été prise, c'est que on va permettre véritablement au niveau des clubs, vous savez très bien qu'il faut faire la promotion des talents locaux. Aujourd'hui, la fédération a décidé donc de tout faire pour que ce soit les talents locaux qui animent ou alimentent les valeurs locales. C'est-à-dire quoi? On vous permet juste d'avoir 2 joueurs étrangers dans votre club. Et donc, quand on parle du championnat professionnel, vous n'avez que le droit d'aligner 2 joueurs étrangers. Et donc quoi? C'est pour permettre au club de beaucoup plus miser sur les talents locaux. Les talents locaux qui vont nous permettre, oui, d'être meilleurs et de nous permettre d'avoir un vivier par rapport aux compétitions nationales et internationales. Et donc, ce sont des décisions qui ont été prises par la Fédération béninoise de basketball pour nous permettre véritablement de savoir que oui, faire la promotion des valeurs locales et en plus de ces valeurs locales, il faut l'équité. Le passeport aujourd'hui, vous savez très bien, la grande graine, ce qui se passe derrière l'obtention du passeport. Et aujourd'hui, la Fédération béninoise de basketball, avec un certain docteur Ismaël Onefade, qui a donc décidé de dire, avant d'avoir la licence, il faut avoir le passeport. À défaut de passeport, c'est de montrer la preuve que oui, vous avez lancé l'obtention du passeport. C'est ça. Pérez, vous avez commencé par l'évoquer, le calendrier de la saison sportive 2025-2026 de la fêtière de la balle orange. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour la saison très rapidement? Oui, la saison à venir aujourd'hui, c'est que la compétition internationale ou régionale se déroule de façon groupée. Et vous savez très bien qu'au niveau du Bénin, nous jouons un championnat linéaire où on joue du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui peut permettre véritablement au club d'avoir beaucoup de compétitions dans les jambes ou en dribble dans les bras, comme vous le dites. Mais aujourd'hui, puisque la compétition se déroule, que ce soit FIBA Afrique ou FIBA Monde, se déroule de façon groupée, la fédération a donc décidé pour ce format, pour permettre donc au club d'avoir les prémices d'une compétition de ce genre. Et donc aujourd'hui, avec la Ligue professionnelle de basket, que ce soit le championnat amateur, le championnat professionnel, toutes ces compétitions vont se dérouler alors de façon groupée. Et pour que ça se déroule donc de façon groupée, il faut échanger avec les sociétés sportives, parce que vous savez que nous sommes dans le championnat professionnel et c'est le chef de l'État, Patrice Sartara Guillaume Talon, qui l'a imposé. Et donc bientôt, il y aura une séance de travail et une réunion avec la Ligue professionnelle de basketball pour définir le cadre idéal pour permettre aux sociétés sportives de véritablement engager leurs équipes. Mais ce qui est clair et convaincu, désormais, il y aura un championnat groupé
plusieurs championnats groupés. Ça va dépendre de la période et de l'élite. La dernière fois, on a joué l'élite 6. Vous étiez à Ouida, au niveau de l'IRSP. L'élite 6 qui nous a permis donc de voir que les meilleurs étaient au rendez-vous. Et donc, cette année, on va mettre en place le championnat groupé pour permettre véritablement aux équipes de s'habituer au format du championnat international, de compétition internationale, pour nous permettre d'éviter, ils ont fait... Parce que, en fait, ce que vous savez, la dernière fois, il y a l'équipe Énergie Dames qui a participé à nos compétitions internationales du côté de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions du côté de la Côte d'Ivoire. C'est 3 matchs, 3 journées. Alors qu'au plan local, ces équipes n'étaient pas habituées forcément à ce format. Oui. Et donc, il faut travailler à les mettre dans ces formats pour leur permettre véritablement de se préparer à l'avance. On aura le temps de revenir plus amplement sur ces différentes décisions. Allez, on va à présent installer notre tout dernier invité de ce soir. Il s'agit du directeur technique national de la Fédération béninoise de pétanque, M. Thierry Bababoueto. Avec lui, on fera le point de la 3e édition de l'Open national de pétanque catégorie dames et juniors déroulé le week-end à Porto Novo. Mais avant, on va respirer un coup, le temps de suivre le résumé de la compétition avec Esther Tofa. 32 doublettes juniors et 16 doublettes dames issues des 6 ligues régionales ont animé la course décisive vers les Graals de la 3e édition de l'Open national de pétanque dames et juniors. Dans la ville capitale, les amateurs des sports boules ont assisté à une belle compétition avec à la clé des équipes championnes. Au niveau des dames, l'équipe de la Ligue Ouémé Plateau réussit à dominer les débats après une rude bataille d'adresse au point comme au tir. Ceci grâce à la paire Rombien Nafissat et Aurebilly Mouchabou Chirat qui a réussi à surclasser la paire de la Ligue Atlantique Littorale par le score de 13-3. Le podium des dames est complété par la Ligue Atlantique Littorale qui a réussi à placer 2 équipes dans le carré d'as aux côtés de l'Ouémé Plateau et de la Takora Donga. Chez les juniors, le Zou crée la sensation. Mené 8-3 en finale, les jeunes du Zou ont signé une remontée spectaculaire face aux champions en titre qui s'imposent finalement 13-8. Chez les jeunes, la Ligue Atlantique Littorale arrive 2e au classement et celle Borgoa-Libori complète le podium. Voilà, vous avez eu l'essentiel à retenir de cette 3e édition. Il faut le dire, il est déjà en place. Monsieur Thierry Bababoueto, bonsoir. Bonsoir, monsieur Candide. Bonsoir, le plateau. Oui, la 3e édition de l'Open national de pétanque catégorie dames et juniors a tenu en haleine les amoureux des sports boules le week-end à Porto Novo. Une compétition riche en couleurs et surtout marquée de belles performances sur le terrain boule en main pour les athlètes. Comment s'est déroulée cette compétition de l'Open national de pétanque catégorie dames? D'abord, il y avait 96 athlètes qui étaient en scène le week-end dernier, les samedis 29 et dimanche 30 novembre dernier. Et je pense que ça s'est bien passé, tant au niveau des jeunes qu'au niveau des dames. Au niveau des jeunes surtout, nous avons eu l'occasion d'observer et de remarquer qu'il y a du spectacle, qu'il y a de la pépinière sur laquelle on peut compter un peu partout dans chacune de nos ligues régionales pour en faire quand même quelque chose de sérieux pour que le Bénin puisse faire parler de lui dans cette catégorie des juniors ou des jeunes. Dans la compétition internationale. Voilà, concrètement, vous êtes un technicien. Hein? Qu'est-ce qu'on retient du niveau technique de la compétition? Oui, ce qu'on peut retenir du niveau technique de la compétition, d'abord, il y a des jeunes qui ont des talents purs. Permettez-moi de parler beaucoup plus des jeunes parce que c'est dans cette catégorie qu'on nous a beaucoup plus fait rêver. Et il y a des talents un peu partout dans les jeunes. Il y a de la technicité. Au niveau de la jeunesse, vous savez, il regorge d'énergie, il y a de l'endurance. Et il y a des gestes d'école qu'on peut observer. Tout ce qu'on souhaite, c'est que nous puissions avoir des entraîneurs de catégorie pour continuer à les entretenir dans chacune de les régions. Quant au niveau des dames, également, il y a de la valeur. Vous voyez, et cette équipe composée par Ombiet Nafissat et de Moussa Moussirat, quand même, qui est quand même parvenu à sortir d'affaires, c'est pas la première fois que cette dame Ombiet Nafissat le démontre. Et elle a à ses côtés également ses coéquipiers de l'équipe quand même qui participe à des compétitions de haut niveau. Nous avons Korodo
Iman qui était en finale avec elle, avec sa coéquipière Adjovi, Chancel. Il y avait quand même du potentiel, mais la pétanque a dicté sa loi 13-2 pour l'équipe de Lemay Plateau. Bravo, félicitations à cette équipe. Et surtout des satisfactions au niveau des juniors pour cette 3e édition. Ah oui, une grande satisfaction au niveau des juniors. Oui, et surtout cette pépinière composée de ce jeune Dadabo et Étienne. Oui. Et oui, bien sûr, et de son coéquipier, Atipasso. C'est ça. Atipasso, vraiment qui nous ont démontré qu'ils ont des talents à revendre. Ils étaient menés au score, mais il fallait voir, en 2-3 mènes, ils ont pu remonter la pente en même pour atteindre leur objectif. Allez, on a parlé de cette compétition, et cette compétition dont on a parlé, elle précède le championnat national triplette homme qui s'annonce pour le week-end prochain à Bomé-Calavi. DTN, que faut-il retenir de la compétition à venir? Alors, il y aura beaucoup de surprises au cours de cette phase finale de ce championnat qu'on aura à vivre les samedis 6 et dimanche 7 au CIFOP, précisément à Bomé-Calavi. Il y aura 48 triplettes qui seront en scène, qui vont venir de tous les départements possibles selon un quota que la Fédération béninoise a octroyé à chacune des ligues régionales. Et je crois que le déplacement vaut la peine d'être fait quand même pour constater de visu l'émergence de la pétanque béninoise qui continue de faire parler d'elle. Avec toute cette panoplie de triplettes qui sont annoncées, comment va se dérouler la compétition? Très rapidement. Oui, bon, la compétition va se dérouler en triplette, en poule, bien sûr, avec un joueur réserviste. Ça, c'est la surprise de cette année. Un joueur réserviste, d'accord, qui pourra, en cas de nécessité, redonner de la vigueur, ce qui permettra aux entraîneurs de pouvoir développer tous leurs plans tactiques, tout comme ça se joue sur l'échiquier international, pour prouver que, bon, voilà, ils ont de la matière. Nous avons joué un championnat, permettez-moi de revenir sur la phase interdépartementale, où nous avons mis en scène au moins 12 joueurs de chaque côté, de chaque club. Donc, si on en est à la phase nationale, la Fédération béninoise a estimé qu'on peut permettre à chaque association sportive quand même de se faire représenter par 4 joueurs, une triplette plus un réserviste. On va dire que cette compétition est l'avant-dernière de cette saison sportive. Après le championnat national triplette homme, quelle est la compétition qui vient? Non, mais après le championnat national, il n'y a plus de compétition. Mais là, vous m'amenez à parler de l'Open. Il y a une surprise. Oui. Il y a une Open internationale qui sera organisée, bien sûr, par l'association sportive Les Guépards, en collaboration avec Daniel Doury, qui est leur principal sponsor. Ça, c'est pour le 27 décembre 2025, bien sûr. Donc, beaucoup d'athlètes et étrangers sont attendus à cette fête-là. 1 million comme premier prix. En tout cas, je serai aussi sur le terrain avec mes boules en main. Monsieur Thierry Babagweto, un mot pour boucler cet entretien. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau. Je vais profiter pour remercier les téléspectateurs qui nous suivent de près, à vous les communicateurs pour l'énorme travail que vous abattez pour donner plus de visibilité d'abord à toutes les disciplines sportives et en particulier la pétanque. Pourquoi pas un coucou au ministre des Sports qui a quand même su mettre à la disposition de chacune des fédérations une subvention conséquente pour permettre d'animer bien sûr ces disciplines sportives. C'est ça. Merci à vous, M. Thierry Babagweto. Vous parliez d'accompagnement. Si le président Patrice Talon lui-même décide de choisir la pétanque pour célébrer la fête nationale, ce n'est pas nous qui allons rester en marge. Il faut le dire, ça sera tout pour cette édition de Canal Sport. Un plaisir pour nous de vous tenir compagnie chaque lundi soir pendant environ 1 heure de temps à partager l'actualité sportive nationale et surtout internationale derrière toute une équipe ont assuré la mise en lumière. Augustin Villecon accompagné de Jules Ethio, Francis Kokou et Jean-Baptiste Toffon. N'oubliez pas le rendez-vous hebdomadaire des mardis sur la matinale. Retrouvez-moi ce mardi sur Actu Matin pour le magazine de cette semaine qui porte sur le démarrage du championnat national de football féminin saison 2025-2026. Une saison
qualifiés de saison aux nouvelles perspectives. À très vite.